Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux au lancement du Festival des idées 5e édition. Je suis très fière de vous voir aussi nombreux ce soir. Alors vous l'avez vu, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le lieu est magnifique, mais les vieilles pierres, ça garde la chaleur. Donc je suis très heureuse de voir que certains... On voit les habitués qui avaient prévu les éventails. Mais la qualité des débats, j'espère, fera oublier ça. En réfléchissant à ce que j'allais dire en introduction de cette 5e édition du festival, je me suis dit que je n'avais pas vraiment envie d'énumérer tous les éléments anxiogènes de la période au niveau international et au niveau national. Je me suis aussi dit que lorsqu'on a conçu les éditions précédentes, on souhaitait déjà alerter sur les périls qui nous guettaient. La bonne nouvelle, c'est que si on est là quand même, malgré tout ça, c'est parce qu'on a envie de s'en sortir. Et on est toujours là avec notre part de désespoir, mais aussi avec notre énergie, notre enthousiasme et notre envie de faire gagner l'espoir. Le Festival des idées, c'est le lieu où depuis 2019 se retrouvent les forces politiques, associatives, syndicales, intellectuelles, militantes et citoyennes qui cherchent à faire tomber les murs et à créer des ponts pour lutter contre les dérives autoritaires et réactionnaires. C'est un lieu dans lequel, année après année, les forces qui se rassemblent parviennent à discuter, à débattre, à identifier les accords, mais aussi les désaccords, pour chercher un chemin commun. Chacune et chacun essaie de s'extraire de son quotidien pour faire un pas de côté et écouter les autres. L'an dernier, la dissolution nous a contraints à annuler le festival. Mais cette période électorale imprévue nous a aussi permis de constater qu'il y avait plein de gens dans le pays qui appelaient de leur vœu autre chose que le mur vers lequel on craignait d'être projeté. C'est un signal d'espoir, mais aussi une exigence très forte pour tout le monde. Un an plus tard, tout reste à faire. Et c'est donc dans cet esprit qu'on a pensé le festival, avec 3 axes en tête. Le premier axe cherche à comprendre les périls, les menaces sur l'état de droit, les fractures sociales et territoriales, et comment on recrée du commun dans une société atomisée où les citoyens ont quand même tendance à se replier un peu sur eux-mêmes. Malgré ce sentiment d'asphyxie, nous devons nous contraindre à continuer à nous projeter. C'est l'ambition du deuxième axe, penser la solidarité, le climat, le logement, les outre-mer en 2050. Enfin, et c'est ce dernier axe que nous avons décidé de mettre en lumière en plénière d'ouverture, nous avons voulu donner quelques clés pour comprendre et répondre au bouleversement du monde. Je laisse donc la parole à Gilles Gressani du Grand Continent pour lancer les festivités. Bon festival. Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, vous avez eu raison de ne pas rappeler tous les éléments anxiogènes du monde, mais je pense que le panel qui nous réunit ce soir, malheureusement, en partie fera ce travail. Nous sommes réunis aujourd'hui avec ce qu'on pourrait dire une espèce de panel stellaire. C'est un panel assez simple à introduire parce qu'en fait, il ne faudrait presque pas introduire et présenter les personnes qui sont ici ce soir, mais je le fais quand même. Donc, nous avons le plaisir d'entendre écouter Duy Plenel, cofondateur de Mediapart, François Ruffin, député de la Somme, et Laurence Tubiana, directrice de la Fondation européenne pour le climat, fondatrice de l'IDRI et professeure de pratique aussi à l'École normale supérieure. Si on peut faire la publicité pour cette institution, c'est jamais de trop. Nous avons structuré l'échange de l'heure qui nous réunira ce soir à partir, je pense, d'un point d'étonnement qui peut-être rend aussi difficile aujourd'hui le diagnostic et le constat dans le monde dans lequel nous sommes. Parce qu'en réalité, si l'empire aujourd'hui semble être aussi fort, si la transformation impériale semble aujourd'hui avoir le vent en poupe, c'est qu'en réalité, Donald Trump a gagné une élection et depuis presque 6 mois, réussi à mener, d'une manière chaotique certes, mais directe, profonde, une transformation radicale de son pays. Et donc, au fond, je proposerais, un premier tour de table, de prendre un moment pour essayer de nous expliquer ce qui, à votre avis, explique les raisons non pas d'une défaite, ça on pourra y revenir, mais les raisons d'un succès. Pourquoi Donald Trump semble-t-il réussir à mener une politique? François Ruffin, je vous laisse la parole en premier.
le succès de Donald Trump, il vient quand même de loin. Quand on a été lecteur des hommages, des livres de Thomas Frank sur quand les pauvres votent à droite et quand les riches votent à gauche, il y avait déjà un diagnostic qui était mené sur la société américaine. Et il y a une base matérielle au succès de Donald Trump. Quand on lit le livre « Ce chaos qui vient », et que est très clairement montré qu'aux États-Unis, entre 1976 et aujourd'hui, les salaires des éduqués du supérieur, licence et au-delà, ont considérablement augmenté, mais qu'en revanche, les salaires des niveaux bac et en dessous du niveau bac ont décru, il y a une base matérielle à une insatisfaction profonde. Quand la mondialisation a frappé l'industrie américaine, il y a une base matérielle à un ressentiment dans le peuple américain. Et Donald Trump, là où c'est Bernie Sanders qui, au moment de l'élection de Donald Trump, dit quand le Parti démocrate abandonne les travailleurs abandonnent le Parti démocrate. C'est une critique qu'il adressait bien sûr à Kamala Harris, mais qu'à mon sens, il adresse à des années et des décennies d'orientation du Parti démocrate. Évidemment, quand j'établis ce que je considère être un constat partant de la situation matérielle, que j'énonce ça, moi, je comprends le peuple américain. Et je comprends le parallèle qu'il y a à dresser avec les travailleurs de ma région. Et je comprends ce qui se passe dans ma région et je n'en suis pas surpris. Que depuis 40 ans, on a une instabilité qui est faite comme une vertu, qui est devenue une vertu politique. C'est Ambroise Croizat qui disait, ministre des Travailleurs à la Libération, moi je fais des lois de tranquillité sociale pour que les gens puissent dormir la nuit. Ça fait 40 ans qu'on fait des lois d'intranquillité sociale qui empêchent les gens de dormir la nuit, qu'on appelle ça fluidité, mobilité, flexibilité, mais qui en vérité installe de l'angoisse dans les classes populaires. Quand on a une division par 3 du taux d'emploi dans l'industrie. Hier, j'étais à Vergès, dans une verrerie, avec Perrier qui a décidé de délocaliser sa verrerie. Les bouteilles sont fabriquées là depuis 53 ans. Les témoignages des salariés sont simples. Mon père travaillait dans cette verrerie. Moi, je travaille dans cette verrerie. Il y a un comité d'entreprise. On a pu partir en vacances grâce à ça. Et mes enfants ne comprennent pas que les bouteilles en verre vont continuer à exister derrière, alors que nous, on n'aura plus d'emploi. Mais ce témoignage simple, ce sont des millions de personnes dans le pays qui peuvent le donner. Et donc, la disparition de la base industrielle, et ce n'est pas que ça soit l'idéal, dans cette verrerie-là, ici, il fait frais. À côté des fours, c'est à 80 degrés. Donc, ça signifie quelque chose en termes de pénibilité. Mais en revanche, il y avait l'assurance de pouvoir mener sa vie, de pouvoir prendre un crédit, de pouvoir s'installer dans l'existence et de pouvoir offrir une place à ses enfants. Aujourd'hui est venu le temps de l'angoisse sur quelle est ma place, quelle est la place pour mes enfants. Donc des élites, parce qu'on va se poser la question de la démocratie, mais en vérité, ça fait 40 ans qu'on a une démocratie qui se fait sans le démos, voire contre le démos. Il y a un refus profond de l'orientation politique, économique, sociale qui est celle que nos dirigeants économiques et politiques ont pris depuis 40 années. Il y a un refus populaire de ça et qui se traduit, qui trouve malheureusement une traduction dans les urnes. J'ajoute un point, je ne sais pas combien de temps je dispose en fait à chaque fois. J'ajoute un point, j'ai parlé de la situation matérielle. Je voudrais parler de la situation spirituelle, c'est-à-dire d'un racisme de l'intelligence, d'un mépris de classe qui existe, qu'on a vu se traduire quand les électeurs de Trump ont été traités de garbage, d'ordures. Et que Trump, intelligemment, a retourné ça en allant faire une tournée de Reaper et disant bah, « Ok, ce sont eux qui viennent sortir les ordures et qui sont, d'après vous, des ordures. » Je le dis parce que je pense que dans la gauche de notre pays, j'ai un objectif, moi, c'est que le peuple de gauche ne devienne pas un oxymore. Parce que c'est le risque qui nous pend au nez. Avec un divorce matériel et
avec un divorce, je dirais, spirituel, quand pendant longtemps, et j'espère qu'on en revient, mais j'en suis pas sûr, les loisirs qui sont des loisirs populaires, par exemple, l'accordéon, le camping, la chasse, ont été des loisirs qui ont été méprisés. Voilà, je pointe le souci qu'il y a, et je vois évidemment un parallèle avec la situation américaine. Et face à ça, j'en termine là-dessus, mais il y avait un refus profond de la mondialisation par les classes populaires qui la subissaient, le traité constitutionnel européen étant un moment significatif de ça, quand on a 55% des Français, mais en vérité 80% des ouvriers. Donc un véritable vote de classe qui dit non à la concurrence libre et non faussée, non à la libre circulation des capitaux et des marchandises, et que ce refus profond de la mondialisation, il n'est pas entendu, il n'est pas accompagné, et qu'on continue. Et je dis qu'on continue au présent, puisque, par exemple, l'orientation d'Ursula von der Leyen aujourd'hui au présent, c'est de continuer à vouloir aller plus loin dans cette orientation de libre-échange qui est profondément refusée par les classes populaires et sans doute au-delà de notre pays aujourd'hui. Donc pour moi, il y a une disjonction dans le mot démocratie, il y a une disjonction entre où vont nos dirigeants politiques et économiques et où veulent aller les classes populaires et sans doute au-delà. Laurence Ljubljana, justement, François Ruffin parlait d'une base matérielle. C'est très clair que la recette électorale de Donald Trump s'est beaucoup nourrie d'une forme très conservatrice, mais très puissante, d'évocation d'une base matérielle énergétique, le drill baby drill, une souveraineté fondée sur l'oil and gas et fondée sur le gaz de schiste. Est-ce que c'est là aussi une des clés de la victoire de Donald Trump? Est-ce que c'est ce backlash climatique qu'on commence à voir? Et si c'est le cas, est-ce que justement ce n'est pas un paradoxe, une contradiction? Parce qu'on pourrait voir là effectivement un divorce entre élite et démocratie. Ça marche là? Oui, super. Alors c'est vrai, peut-être pour reprendre un peu le temps le plus long que François Ruffin a évoqué, le démarrage du Tea Party, donc bien avant Trump, il démarre avec l'idée des ressources pétrolières. Bon, c'est pas étonnant, hein, toutes les campagnes électorales sont financées, alors maintenant davantage par les tech brothers de la Silicon Valley, mais jusque-là c'était le pétrole et le gaz qui finançaient toutes les campagnes électorales depuis surtout le moment où il n'y a plus de frontières, de barrières à ce financement privé. Donc il n'y avait plus de limites. J'espère que ça ne nous arrivera jamais, mais enfin je sais qu'il y a des gens qui en discutent. Donc ça vient de loin. L'une des héroïnes justement de ce Tea Party a mis au point cette formule drill baby drill à cause de cette frontière qui était le nord des États-Unis avec la frontière du Canada, pour se dire il y a des ressources pétrolières, on a besoin de pipelines, etc. Et il y avait ce conflit en plus qui était très important, qui était le conflit avec les tribus, les refuges des différentes tribus indiennes qui ont été repoussées progressivement vers le nord de l'Amérique. Donc il y a cet aspect, et en plus il s'appelait Tea Party, ça voulait dire le mouvement nationaliste d'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, avec cette composante et qui était quand même conquête de l'Ouest. Enfin là, il parlait du Nord, mais c'était l'idée contre tout ce qui a été l'indianité, la reconnaissance des peuples que finalement cette conquête de l'Ouest a totalement massacré. Donc il y a ce noyau. Et deuxièmement, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec François Ruffin sur la base matérielle de la middle class et des travailleurs plus pauvres aux États-Unis, même si quand même grosso modo quand même le vote noir américain, qui sont les travailleurs les plus quand même défavorisés, sont pas encore tous passés du côté Trump, loin de là quand même. Soit ils n'ont pas été votés, soit ils n'ont pas voté Trump. Et donc les plus marginalisés de tout cela n'ont pas été convaincus. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi dans cette histoire, le climat et les énergies renouvelables, enfin tout le vocabulaire écologique a été pris en otage par ce mouvement? Alors c'est très largement parce que c'est quand même, je dirais, c'est une bataille culturelle, mais elle est instrumentalisée. Enfin, elle est instrumentalisée. Derrière le projet que déroule Donald Trump dans toute sa précision,
c'est le lobby pétrolier depuis. Je ne veux pas faire de fixation sur le lobby pétrolier, mais c'est le cas. Et ce qu'on a, toute la campagne pour dénier l'idée que le changement climatique intervient, même si il y a des feux en Californie, il y en a en Caroline du Nord, mais il y a eu une entreprise de très longue date, à un moment particulier d'ailleurs de l'évolution du Parti républicain, quand ce petit parti est venu rejoindre le Parti républicain. Et là, il y a eu une brèche qui était ouverte depuis longtemps, depuis 1990, pour dire il faut défendre ses intérêts pétroliers. Les intérêts pétroliers, c'est 2 siècles du développement économique américain. C'est pas rien. C'est Rockefeller, c'est ça. Enfin, c'est la racine quand même d'une partie du développement économique. Et symboliquement avec le puits de pétrole qu'on voit dans les dessins animés. Donc, ce lobby pétrolier, il a façonné quand même, en voyant l'intérêt de se joindre à cette bataille culturelle qu'a représentée le Tea Party, et je viendrai dans un deuxième temps sur le sujet, parce que ces questions de diversité, de genre, d'inégalité de genre, a été pris aussi en otage dans la même façon, dans le même récit, mais très largement parce qu'il y avait un intérêt économique majeur, qui était celui de préserver le pétrole à quelque prix que ce soit. Et Trump, il a simplement continué cette vague, pas forcément avec beaucoup de succès, parce que il se trouve que le marché du pétrole ne s'y prête pas forcément aujourd'hui, mais avec l'idée que le fondement, et c'est le fondement aussi du financement des campagnes électorales. Donc il y a un aspect certes de révolte populaire, ou de ne pas aller voter, mais il y a aussi et surtout, et tout à fait Bernie Sanders, et on le voit avec la campagne du maire de New York, tout à fait abandon des classes populaires par le Parti démocrate, mais aussi une construction idéologique, culturelle, très bien organisée depuis longtemps, parce qu'il y a un enjeu économique formidable qui est celui de ces 2 siècles de développement. Alors du coup, il fallait dire que le climat n'existait pas, et ça a été, il faut dire que dans les campagnes de désinformation, aujourd'hui, le climat vient en premier lieu, c'est un des premiers thèmes de désinformation, en fréquence. Et pourquoi, au fond, on peut se demander pourquoi, ça n'a pas beaucoup de sens, hein. C'est une évolution, elle se constate, il y a des faits scientifiques. Et c'est pour ça qu'il faut attaquer plusieurs échelons, et que par exemple, cette attaque contre la science, cette volonté de tuer certaines universités, de supprimer des bases de données, c'est bizarre, hein. Les États-Unis, un des premiers mouvements, ça a été de casser la base de données météorologique, qui est quand même curieux, à tel point que les agriculteurs américains ont dit non mais là vous arrêtez, nous on a besoin pour savoir ce qu'on fait la semaine prochaine. Et donc c'est quand même tout un ensemble de choses. On ne veut pas regarder la réalité, donc on supprime ces données sur le climat, on supprime les données sur la météo, ça va quand même loin, on ignore les catastrophes naturelles, et en même temps ça fait partie d'une bataille culturelle. Et mon deuxième point, c'est que c'est étrange, ce lien, qui me semble être aussi, et c'est pour ça que le lien maintenant avec la technologie digitale, enfin les empereurs du numérique qui sont bien décrits dans le livre que vous avez publié, me semble reprendre les éléments de cette bataille culturelle en disant il y a effectivement le pétrole, j'en parle moins, il y a la technologie évidemment dont on a besoin. C'est une technologie masculine, parce qu'au fond, ce qui est grave, et le Tea Party s'est constitué sur la base du refus du mariage gay. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de compliqué, parce que cette question du mariage gay, ça a traversé, ce débat a traversé toute l'Amérique, hein, pas seulement des élites, mais aussi des mouvements chrétiens, jusqu'aux classes populaires, avec d'ailleurs des visions assez différentes. Maintenant, il y a une majorité d'Américains qui pensent que c'est très bien, mais ça a commencé la fracture. Et plus profondément, et on le voit maintenant, et je vais m'arrêter là sur le mouvement masculiniste, qui est très incarné par ces dirigeants du numérique de la côte ouest, c'est de dire on a une révolution féministe, c'est pas possible. C'est trop dangereux, ça met en question. Et donc là, on a un rassemblement entre le vieux secteur traditionnel financier, le pétrole et le gaz, les troubles des normes sociales qui explosent, et cette crainte devant le renversement. Alors là, il est bien avant le Tea Party et tout le monde, de se dire que le système patriarcal, qui est quand même aussi lié au système capitaliste d'aujourd'hui, même s'il vient de bien avant, il est complètement
contester. Et ça crée toutes ces connexions qui font que ce mouvement est très profond et très bien et facile à connecter ces différents éléments. Et du coup, c'est très difficile parce que quand on mesure, et c'est une discussion que je trouve, moi j'aimerais beaucoup avoir avec vous, François, quand on veut attaquer les choses par le social, et il y a beaucoup de choses évidemment à faire, y compris en principal dans notre pays et en Europe, on voit qu'on est dépassé d'une certaine manière, on est englobé dans une bataille culturelle dont on ne sait plus très bien comment s'y situer. Est-ce que se focaliser sur les mesures sociales, la réhabilitation, la dignité du travail dont vous parlez sans arrêt, et je suis absolument d'accord avec vous, est-ce que ça répond complètement à cette bataille qu'ils ont organisée, qui est cette révolte contre ces changements sociaux fondamentaux et pour lequel on est bien quand même en présence d'une contre-révolution et d'une propagande, parce que cette désinformation, à mon avis, c'est quand même essentiellement de la propagande. Donc démêler tout ça, c'est pas facile, mais je crois que c'est ça la force aussi de Trump. Et pour terminer, le génie de se dire, je représente les pauvres, ce qui est quand même une caricaturale vu ce qu'il est, je fais des exemptions fiscales pour les très riches, mais je désigne un bouc émissaire qui vous permet de vous dire que vous récupérez votre dignité parce qu'il y a un bouc émissaire qui sont évidemment les immigrés. Et donc c'est puissant, c'est organisé, c'est très cohérent. Et je dois dire que pour nous, l'attaquer par la base de la gauche habituelle, c'est pas facile. Et moi, j'ai pas la réponse. Peut-être on peut même ajouter, à côté du bouc émissaire interne, une projection de la puissance à l'extérieur, avec cette question tout à fait inédite dans l'histoire, disons, depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est une volonté affichée d'annexer des territoires de la part des États-Unis. Du Planel, j'ai envie de vous entendre aussi sur ce mot qui d'ailleurs a été posé par Laurence Tubiana de contre-révolution. C'est vrai qu'il y a une forme d'énergie qui est en train d'être dégagée des États-Unis, qui se dégage de cette présidence. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette énergie ? Déjà comprendre, et je pense que c'est le sens de notre rencontre et de ce festival des idées dont Mediapart est partenaire depuis le début, essayer d'y voir clair. Je pense que notre continent et ce que nous avons projeté sur le monde, qui n'est pas une réalité géographique, qui est une réalité politique, l'Occident a déjà connu ça. Cette vitalité dont vous parlez, cette mobilisation des classes populaires par leurs pires ennemis, ça s'est appelé le fascisme et le nazisme. Trump, ce n'est pas seulement le résultat de politiques démocrates ou ici en France de gouvernements de gauche qui ont abandonné les classes populaires. Il est le résultat de notre monde. Il est le résultat de comment, sur la longue durée, nous avons laissé notre monde, à tout point de vue, dériver. Il ne nous est pas étranger. Pas plus qu'Hitler ne nous était étranger. Hitler est le produit faisant retour sur l'Europe de la projection de l'Europe sur le monde. Le colonialisme, l'impérialisme, les races supérieures, la hiérarchie des civilisations, la violence. Dans la foulée, ce n'est pas un hasard d'une révolution industrielle, la deuxième. Nous sommes ici dans les conséquences de la troisième, d'une brutalisation des sociétés, la guerre. Et elle est sur notre continent, mais elle a été sur d'autres continents depuis 40 ans sans arrêt. La militarisation, la brutalisation des sociétés. Trump est le produit de cela. Trump est le produit à une échelle plus grande, pas seulement de ce qui se passe à l'intérieur de son pays, il est le produit de cela. Et c'est bien pour ça qu'il fédère, en lui donnant une énergie nouvelle, toute une constellation qui, en effet, déboussole totalement les repères classiques de la gauche. Trump, c'est Poutine. Trump, c'est Netanyahou, évidemment. Trump, c'est Mohamed Ben Salman. Trump, c'est Modi. Et ils ont une longueur d'avance sur nous parce qu'ils ont pensé global. Ils ont pensé mondial. Nous nous sommes rassurés à trop bon compte. À l'échelle de l'humanité, le sursaut de l'après-deuxième guerre mondiale, c'est une toute petite période, c'est une petite virgule, même pas. Qu'est-ce que nous avons compris à ce moment-là? Eh bien que les nations, les peuples, les États, aussi civilisés, industrialisés, développés, se prétendait-il, pouvaient être dangereux, pouvaient être criminels, pouvaient être barbares. Donc on a construit, aussi imparfait et inaccompli soit-il,
tout un univers qu'on appelle les Nations Unies, le droit international, la Cour internationale de justice, tout ce dont on entend parler aujourd'hui et qui est totalement impuissant et piétiné, pour se dire il faut pouvoir leur taper sur la tête. Il y a des principes, il y a des droits fondamentaux qui s'imposent à eux. En même temps que nous acceptions tout ça, nous les trahissons. La preuve, la question coloniale, en échange de droits sociaux. Ne jamais oublier que les pouvoirs spéciaux pour la guerre d'Algérie sont votés pour le Parti communiste en échange de conquêtes sociales, comme Lyndon Johnson fait des avantages sociaux pour pouvoir prolonger la guerre du Vietnam. Et donc, nous nous sommes rassurés à bon compte en disant tout ça est stable. Nous nous sommes rassurés à bon compte parce qu'il y a eu un discours de Dominique de Villepin qui a proclamé ça, et c'est ce qui explique sa popularité à l'échelle du monde et dans notre pays. Mais il a néanmoins été impuissant pour cette catastrophe qui, pour d'autres peuples, elle ne commence pas là maintenant. Elle dure depuis des décennies. Qu'est-ce que nous avons en face? Trois mots. Nationalisme, suprémacisme, illimitisme. Le nationalisme peut être un impérialisme, il peut être dans l'idée tout ce qui est bon pour mon peuple, tout ce qui est juste, c'est ce qui est bon pour mon peuple, phrase anodine d'Hitler qu'ils épousent toutes, et dont la Bible est l'œuvre d'un israélo-américain, Yoav Hazony, les vertus du nationalisme. Retour à la case d'avant. Trump, Netanyahou, tous pensent pareil, et Poutine, évidemment. Ce qui est bon et ce qui est bon pour mon peuple. Le nationalisme, et ça va avec la dimension guerrière. Le suprémacisme, évidemment, le nationalisme s'accompagne de la logique des boucs émissaires dans une logique identitaire qui est faite pour tuer la question sociale, qui est faite pour miner la proclamation de l'égalité des droits qui, à l'échelle du monde, ne date que de 1948, proclamée à Paris la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et comment on mine ça? Vous le savez très bien dans l'histoire de comment l'extrême droite est revenue dans notre paysage en France, uniquement avec l'obsession, l'immigration, et c'est là-dessus, pour faire un clin d'œil à ce qui va suivre, que la digue n'a pas été tenue depuis bien longtemps. L'obsession de l'étranger, de l'immigré, de l'ailleurs, c'est le cheval de Troie pour détruire le principe d'égalité des droits. Et troisième mot, après nationalisme, suprémacisme, illimitisme. Et là, on est au cœur de ce que vient d'écrire Laurence. Nous avons en face de nous des pouvoirs dont c'est le mot-clé. Je l'ai inventé, ce néologisme, dans Le Jardin et la Jungle. Il circule depuis. Il circule pas mal, Oui, oui. en fait, c'est l'idée, il n'y a pas de limite. C'est un capitalisme du désastre. Il va dans un gouffre. Ils ne raisonnent qu'à échelle de leur propre vie et de celle de leurs enfants et de leurs descendants. Ils n'ont aucune idée d'une précaution, d'un enjeu de civilisation et tout. Ils sont uniquement dans l'immédiat de la rapacité. Limitisme, il n'y a pas de limite. Pas de limite à l'enrichissement, pas de limite à la conquête, pas de limite à aller n'importe où, pas de limite à la destruction du vivant. Il n'y a pas de limite. On est au cœur de ce qui interpelle les gauches. Face à ça, il nous faut un imaginaire. Parce que cet illimitisme, il parle y compris... Il n'y a pas comment dire, l'origine ne protège de rien, pas de limite à mon pouvoir, pas de limite à ma carrière, pas de limite à mon pouvoir sur les femmes, pas de limite à mon pouvoir sur les corps, pas de limite à mon pouvoir sur la nature. Et donc, quel est l'imaginaire que l'on doit apposer à ça? C'est forcément un imaginaire de la précaution, un imaginaire de la sensibilité, un imaginaire de la limite, justement. Un imaginaire qui réhabilite une autre tradition à gauche que celle qui s'est identifiée, et c'est bien pour ça que les démocrates sont orphelins, comme le Parti socialiste l'est depuis la présidence de François Hollande, qui s'est identifié à l'État, qui a oublié la société, qui s'est mis dans la bulle de l'État, dans la bulle du pouvoir d'État. Pour terminer par une note optimiste, pendant qu'il y a cette catastrophe, il y a un sociologue, Alain Berthaud, vous pouvez aller voir ça sur Internet, qui n'arrête pas d'en faire l'inventaire. Ces dernières décennies, il n'y a pas, dans le monde entier, il y a eu sans arrêt des mouvements sociaux, sans arrêt des surgissements, et pas seulement MeToo, qui est une révolution sans retour, mais les révolutions arabes, les Occupy Wall Street, le mouvement des places, les gilets jaunes, bien sûr, sans arrêt dans le monde entier, contre la corruption, sur les questions écologiques. Il en tient la comptabilité. Ça n'a pas trouvé son débouché politique.
Mais parce que le débouché politique doit être d'un autre ordre que nos armes traditionnelles. Organiser la société, mobiliser la société. Et c'est là l'interpellation un peu pour l'ex-futur Premier ministre et le possible candidat à la présidentielle. C'est que l'idée de l'obsession que je peux comprendre, hein, parce que bien sûr qu'il faut répondre aux attentes du raccourci électoral, du raccourci du pouvoir, qui a tellement miné le camp de l'émancipation en France depuis que Mitterrand a renoncé à sa promesse, depuis qu'il a renforcé le pouvoir présidentiel, depuis qu'il a contaminé toute la gauche par l'obsession de la conquête du pouvoir présidentiel, et du coup elle a délaissé l'organisation de la société, etc. Eh bien, c'est là qu'est l'enjeu. Et la leçon de ce qui se passe dans la gauche démocrate avec le scrutin sur le maire de New York, ce qui se passe dans d'autres pays sur certaines mobilisations locales, le montre bien. Et donc, pour moi, je pense qu'on est en effet interpellé. Il ne suffit pas il faut garder nos valeurs et être social et démocrate. Hein. On se le disait avec François Ruffin, la tradition républicaine, elle commence avec les démosocs, hein, en 1848. Nous sommes sociaux-démocrates, nous sommes des républicains sociaux et démocrates. Hein. C'est notre symbole. Bien sûr qu'il faut garder cette boussole qui est celle de l'égalité, mais il faut réviser le logiciel, car le logiciel nous a rendus fragiles par rapport à cette internationale réactionnaire qui a la main, elle a la main. Il y a 500 foyers de lutte aujourd'hui en France, 500. Il y a des gens qui se battent, et alors en Europe c'est pareil, les étudiants de Serbie, oui il y a des mouvements sociaux partout, il y a de l'énergie sociale partout, il y a une énergie citoyenne incroyable. Bon, il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi lui proposer de penser. Mais 500 foyers de lutte c'est beaucoup, hein. Et c'est pas juste en France, c'est partout. Un bon panel, c'est la preuve que la gauche a toujours raison, c'est que ça finit toujours par s'automodérer, donc c'est très bien ce qui se passe. Mais en fait, je pense que c'est intéressant. François Ruffin, si vous voulez répondre aux interpellations à la fois de Laurence Lubiana, à la fois de Plenel, mais peut-être j'aimerais ajouter un élément en plus à ma question, qui est une chose qui peut-être vous n'avez pas remarqué, mais depuis ce mercredi à midi, 1 seconde, il y a quelque chose qui est très important qui s'est passé. Oui, nous avons tout mangé déjà. Non, c'est pas tant ça. Non, c'est pas ça. C'est que on est désormais plus proche de 2050 que de l'an 2000. Et en fait, je pense que si chacun d'entre nous se pose un moment la question, 2000 c'est très proche, 2050 c'est nul et non avenu, c'est un futur distant, inexistant. Et peut-être, c'est une chose qui manquait peut-être à ce premier tour de table, mais c'est pour ça que je voudrais vous relancer. Il y a quand même malgré tout une idée, certes réactionnaire, mais paradoxalement d'accélération vers un futur qui est dégagé par le bloc MAGA. En 2024, Donald Trump, ce n'est pas simplement le MAGA qui regarde vers le passé, mais c'est celui qui veut envoyer des suprémacistes blancs sur Mars. C'est celui qui veut construire une infrastructure digitale de l'État. C'est quelqu'un qui commence à avoir une théorie très inégalitaire, avec une dimension peut-être même d'eugénisme, mais du futur. Et peut-être c'est face à ça que nous avons aujourd'hui un temps de retard, parce que c'est si difficile pour nous, même si en réalité, même d'un point de vue chronologique, nous y sommes presque déjà, de penser que 2050 est plus proche que l'an 2000, François Ruffin. Bon. Je voudrais introduire des éléments d'optimisme. Le futur, c'est normalement... Non, mais quand j'ai vu arriver cette contre-révolution, Javier Milei à Davos, puisque c'est le plus idéologue de tous, vous avez traduit ses discours, et je vous en remercie, et qui vient dire, voilà, il faut que le Nord l'emporte sur le Sud, il faut que les Blancs l'emportent sur les Noirs, il faut que les hommes l'emportent sur les femmes, il faut que les riches l'emportent sur les pauvres, et l'idée de justice sociale est une aberration. Bon, quand il vient... et qu'il y a Donald Trump qui prête serment dans la foulée avec à côté de lui Elon Musk et son Salinazi, et qu'on a de retour en France mon ami Bernard Arnault qui vient dire que souffle sur l'Europe un vent de liberté depuis les États-Unis, j'ai eu peur
j'ai eu peur que ça marche. On est reparti comme en 83 avec la première contre-révolution. Parce qu'en vérité, c'est une contre-révolution supplémentaire sans doute, mais enfin elle était déjà là. 83, enfin Thatcher, Reagan, c'est une contre-révolution économique, une contre-révolution fiscale, une contre-révolution aussi écologique à cette époque-là. Et donc on a là un nouveau vent de liberté. Moi, mon sentiment, c'est que la société française, elle n'adhère pas à ça aujourd'hui. Les gens, ils ne sont pas du tout là-dedans. Ils n'ont pas comme idéal Musk, Trump, Milei et compagnie. Et même, je ne vois pas le Rassemblement national embrasser ça parce qu'ils sentent que ça ne prend pas. Et y compris le délire techniciste. Je pense qu'il y a plutôt une résistance française à la Startup Nation déjà. Donc, il n'y a pas d'adhésion à ça. Et même quand... alors, le livre de Vincent Tibéri est venu confirmer ce que moi je ressentais quand il disait finalement la société française, elle est plutôt davantage en rejet du racisme aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 40 ans. Elle a accepté les droits des homosexuels. Elle épouse les droits des femmes et le droit à l'avortement. Donc, de grands progrès, à mon sens, dans la société. Et j'ajouterai que je suis convaincu que sur le terrain social et économique, aujourd'hui, la France est de gauche. Si le principe, c'est de poser que les Français, tous les habitants de notre pays doivent pouvoir vivre de leur travail, bien en vivre et pas en survivre, et qu'il faut l'indexation des salaires sur l'inflation, vous avez 80-90% des Français qui sont avec nous. Je pose une question très embêtante, je suis désolé, mais si la France est de gauche... Non mais... en fait, peut-être ça rejoint le questionnement de Duplenel. D'ailleurs, là, on est face à une dynamique institutionnelle, politique, je ne dis pas qu'elle soit de gauche sur tous les terrains, mais je dis qu'il y a des terrains sur lesquels elle est de gauche et sur lesquels, si on centralise sur cette question-là, on arrivera à retrouver les gens avec nous. Mais là, la crise fiscale qui va se poser... bon, si vous voulez, merci bien derrière. La crise fiscale qui va se poser, si on vient poser que les petits doivent payer petit et que les gros doivent payer gros, on aura 80-90% des gens avec nous pour aller taxer les dividendes et faire une véritable révolution fiscale. Moi, je suis là pour dire que la partie, elle n'est pas perdue. C'est pas comme si on avait un peuple qui était fascisé. Et même la question des limites, je suis désolé, l'hubris, c'est l'hubris d'en haut. Oui, moi, je vois quand je vais au Monaco Yacht Show, il y a un yacht qui s'appelle le Limitless, le sans limite, d'accord ? Mais et ça dit tout de la psychologie de nos élites. Mais en revanche, les gens ordinaires que je vois, ils ne sont pas dans un délire de sans limite, ils ne rêvent pas d'aller sur Mars, ils sont dans rien de tout ça, ils n'adhèrent pas à tout ça. Qu'est-ce qu'on doit, à mon sens, poser comme priorité ? Protéger, partager, ça c'est une chose, partager que... voilà, c'est tous les chiffres qui tombent de Gabriel Zucman, Thomas Piketty et compagnie. Oui, je le répète, je vais le faire ici aussi. À la naissance du classement de Challenge en 1996, les 500 fortunes françaises possèdent l'équivalent de 5% du PIB. C'est 20% à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est 45%. Donc la question n'est plus de comment on fait grossir le gâteau. La question est plus celle de la croissance. Et en plus, un gâteau dont on se demande s'il n'est pas pourri, enfin, dont on sait qu'il est pourri. Mais celle de comment on partage ce gâteau, la question de partager. Mais je pense que la deuxième question clé, si on veut, c'est protéger. Les gens ont besoin d'être protégés. On peut accepter une élite, moi j'ai pas de problème avec une élite qui s'auto-limite et qui protège. Petite parenthèse, je suis de Picardie, qui est la terre de la grande jacquerie, 1358. Pourquoi il y a cette grande jacquerie ? Parce que 2 années auparavant, il y a la bataille de Poitiers. Et lors de la bataille de Poitiers, les gueux, qui étaient des simples soldats, ils ont vu quoi ? Ils ont vu les chevaliers, ils ont vu tous les officiers, tous les aristocrates fuir devant les Anglais. Ils se sont dit, mais si c'est ça nos dirigeants, si c'est ça notre élite, pourquoi on accepterait ces seigneurs-là alors qu'ils ne nous protègent pas ? Et ils sont rentrés, et ça a été le feu au château. Parce qu'ils sont venus le raconter aux copains, paysans et tout ça. Et pour moi, la situation dans laquelle on est, c'est que depuis 40 ans, on a une élite qui ne protège pas, qui au contraire fait le choix de livrer les classes populaires au vent mauvais de la mondialisation. Et donc, oui, il y a la nécessité de retrouver des protections. Retrouver des protections sur l'industrie, mais retrouver des protections sur le toit. Quand on a des difficultés dans notre pays à trouver un logement
Jamais on a eu autant de demandes de logements sociaux, qu'on ne construit plus, et que quand on construit, c'est pour faire des logements vacants ou des résidences secondaires. Ben oui, et sur tous les thèmes comme ça, je pense que la question de la protection, que les gens se sentent protégés, est une question clé. À mon sens, il y a la possibilité d'entraîner les gens vers un discours qui comprend la question sans difficulté de l'écologie. Partout où je vais, moi je dis, voilà, depuis les années 70, il y a une rupture à ce moment-là. Pendant un siècle, le plus a signifié du mieux. On produisait plus et ça faisait du mieux. Ben, depuis les années 70, on voit une disjonction entre le PIB et les indices de bien-être. C'est une chance pour nous. Ça veut dire que le progrès humain est pas lié à davantage de production. Et ça, je pense que les gens l'entendent parfaitement. Quand il s'agit de dire qu'il nous faut passer, et ça fera peut-être un lien, et le mot lien me vient avec le discours d'Edoui Plenel, qu'il nous faut passer de plus de biens à mieux de liens. Et qu'en ce sens-là, il faut récompenser les professions qui se situent là-dessus. Pourquoi moi je plaide pour les assistantes familiales, pour les auxiliaires de vie sociale, pour les accompagnantes d'enfants en situation de handicap? Parce qu'à mon sens, évidemment, d'abord, c'est l'avenir. Quand on a dit l'industrie, parce que c'était le discours de nos dirigeants, l'industrie c'est le passé, c'est dépassé, ça pue et ça pollue, on n'en veut plus. Mais derrière, vous aurez les emplois de service. Sauf que les emplois de service, ça a été des temps partiels, ça a été des emplois précaires. Et donc, évidemment, il y a 5 millions de femmes, 5 millions de femmes qui sont dans ces boulots-là, et aujourd'hui qui sont dans la galère. Ben oui, ma conviction profonde est que si on dit qu'on met ça au cœur de notre projet, que les gens ils se disent simplement, ces femmes se disent simplement avec la gauche, on a la garantie de vivre un peu en mieux. Pas changer la vie, vivre un peu en mieux. Et évidemment, pour moi, c'est un combat féministe, c'est un combat social, c'est un combat écologique parce que ça inscrit que c'est dans le lien qu'on va aller mieux et pas dans le bien. Et ma conviction profonde, c'est que dans les classes populaires de notre pays, mais dans d'autres pays tout entiers, dans ces classes intermédiaires, il y a une oreille qui est possible pour tenir ce discours-là en partant des besoins des gens. Je voyais avec du Plenel... Non, en écho, je voudrais... Aucun des grands désaccords, mais je voulais revenir sur une dimension, je trouve qu'on doit prendre en compte, puisque votre interpellation, c'est pourquoi ça marche, pourquoi il y a cette dynamique, y compris, je le redis, à l'échelle du monde. Il faut quand même voir dans quel moment on parle. À la dernière réunion des dirigeants de l'Union européenne, après l'attaque d'Israël contre l'Iran, les services de l'Union européenne ont apporté des documents montrant qu'Israël avait commis, dans l'instant de toute cette époque, plus d'une trentaine de violations du droit international. Et les dirigeants, il ne s'agit pas de Trump, il s'agit de nos dirigeants, ont dit « mais non, très bien, qu'ils continuent, et qu'ils finissent le sale boulot », comme a dit le chancelier allemand. Et ils n'ont rien fait, puisqu'ils ont renoncé à prendre toute sanction. Je veux dire que tout ça se passe à une échelle globale, avec des actions en plus de ces États, puisque nous sommes... C'est ça que je voudrais rajouter. Tout ce que François Ruffin décrit, tout ce qui concerne évidemment l'enjeu du vivant, se passe dans un contexte, je crois qu'il faut qu'on l'historicise, de révolution industrielle, la troisième de notre modernité. Il n'y en a pas eu 40, il y en a eu 3. À chaque fois un moteur technologique, la machine à vapeur, l'électricité et les énergies fossiles, et aujourd'hui le numérique. 3 révolutions industrielles qui changent notre rapport au temps, à l'espace, et qui, ici, dans ce moment-ci, fusionnent avec à la fois l'achèvement, on pourrait dire, de l'unification du monde. Donc le galop de l'Europe sur le monde, c'est terminé. Nous sommes dans une totale interdépendance des nations et des peuples. Et en même temps, je l'ai dit, ce capitalisme du désastre qui continue à galoper pour son profit immédiat sans aucun souci de l'intérêt commun. Et donc cette question de la révolution industrielle est très importante, car elle est le moteur aussi de l'imaginaire qui porte Trump. Sylvie Laurent, une américaniste, a fait un petit livre que je vous recommande, puisqu'on parle de contre-révolution, la contre-révolution californienne. Cette expression est de Martin Luther King en 1966, quand Ronald Reagan devient patron de la Californie. Et donc,
le laboratoire que nous avons vu, allez, Internet, c'est la liberté. Bien sûr, toute révolution industrielle, hein, c'est à la fois un progrès et un régret, des possibilités et des possibles régressions. Et d'ailleurs, toutes se sont aussi terminées par des catastrophes, les conquêtes napoléoniennes ou la Première Guerre mondiale et la suite. Mais Trump, entouré de Musk, entouré de Thiel, entouré de tous ces patrons de la high-tech, y compris ceux qui se sont convertis, Jeff Bezos et tous les autres, le patron de Google, ça ne vient pas simplement d'un intérêt immédiat. Les démocrates commençaient à se poser le problème de mettre fin à des monopoles. Comme vous avez cité Rockefeller, c'est le premier, en effet, avec le pétrole. Et il se dit, à un moment, il faut essayer de faire quelque chose contre. Et donc, bien sûr, on peut se dire, leur intérêt, c'est ils vont vers Trump parce que lui, il ne va pas casser leur situation de monopole. Mais c'est quelque chose de plus profond et que décrit très bien Sylvie Laurent. C'est que derrière l'idéologie qui les anime, de ce techno-féodalisme, cette logique où cela va avec un suprémacisme d'identité, eh bien, les gouvernants précédents leur ont ouvert le champ libre. Puisqu'au fond, les questions que posent les révolutions industrielles, c'est la régulation. On parlait des limites, c'est comment l'État intervient pour leur dire « ben non, vous ne pouvez pas tout manger, vous ne pouvez pas tout prendre, vous ne pouvez pas tout vous permettre ». C'est ça les droits sociaux et les droits fondamentaux. Petit rappel, c'est Clinton qui privatise l'Internet en 1995. C'est Clinton qui change la loi sur les télécoms en 1996 pour faire du net un lieu, un terrain de libre-échange sans contrôle public. C'est Clinton qui cède aux revendications des cyber-libertariens et qui dérégule la finance dans la foulée, et Obama qui va, dans la foulée, privatiser la recherche spatiale. Ce qui fait la fortune des Musk, des autres et tout, a été permis par des pouvoirs et des présidences démocrates. Et avec la logique de l'illimitisme, de la puissance, hein, de la conquête des nouveaux pisards, hein, des nouveaux voyous hein, qui volent, tous les petits satellites qui encombrent notre espace. Et donc quand je dis qu'on a besoin d'un nouvel imaginaire, nous qui sommes dans le numérique, hein, et je dirais, essayons d'en défendre la part de lumière, la part démocratique, je pense qu'il y a un grand enjeu là, qu'en Europe, l'Europe ne l'a pas mené, ou si peu. Thierry Breton a essayé et ça lui a coûté son poste de commissaire européen. Qu'en France, ça n'a pas mené. Ça donne ce qui existe au niveau médiatique et au niveau de la régulation. C'est-à-dire, ils ont l'idéologie qui va de pair avec le moteur d'une révolution qui, comme toute révolution industrielle, détruit et crée. Elle détruit du labeur, elle détruit du travail, elle détruit de la richesse et elle crée autre chose. Et nous avons besoin d'avoir une idéologie ou un imaginaire qui accompagne, qui tire cette révolution du côté de ces échanges démocratiques, du côté de ces potentialités de relations, puisque c'est le lien hypertexte est au cœur du numérique. Et donc je crois qu'il y a un enjeu là. Encore une fois, je ne suis pas pessimiste, hein, je suis de ceux qui pensent que là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Et plus l'inquiétude et l'antichambre de l'espérance, je peux vous en faire 4 comme ça. Donc je n'ai pas de problème avec ça. Je dis juste qu'il faut prendre la mesure. Ça ne remet pas en cause nos fondamentaux. Et j'ai la même perception en profondeur de la société française aujourd'hui et d'autres sociétés. Nous sommes liés au monde et faits du monde, mais pour les entraîner, pour entraîner dans une dynamique politique, eh bien, il faut un imaginaire qui ne soit pas simplement un copier-coller de nos anciens réflexes. Et de ce point de vue, il y a 2 domaines qui sont pour moi les leviers pour penser à cela. C'est évidemment tout ce qui a été fait du côté des activistes climatiques et d'autre côté, une révolution essentielle. J'ai parlé de précaution, j'ai parlé de fragilité, j'ai parlé d'attention. C'est MeToo. MeToo, c'est un autre imaginaire que l'imaginaire verticaliste, que l'imaginaire de la prédation. C'est une révolution anthropologique. Cela bouscule des millénaires du genre que nous représentons. Et ça n'a pas d'étiquette de classe ou de parti, hein. C'est une très longue histoire.
Et là, il y a des imaginaires disponibles. Il y a des imaginaires, et d'où leur focalisation sur les questions de genre, sur les droits des femmes, sur les droits des minorités, d'où ces épouvantails à moineaux, wokisme et tout ça, qu'ils nous sortent. Parce que derrière, il y a l'imaginaire nouveau qui bouscule, hein, j'interpelle bien le genre dont je suis dans cette salle et nos générations. Bien sûr que c'est une histoire nouvelle. Là, il faut s'inspirer de ces nouveaux champs et ne pas les voir comme des adversaires d'une gauche qui serait bousculée dans ses fondamentaux, mais au contraire, comme les libertaires ont inspiré la gauche au départ par rapport à une culture étatique restrictive, eh bien, je crois que c'est là que sont les nouveaux imaginaires qui doivent nous emporter. Voilà. Est-ce qu'ils sont là, Laurence Tubiana? Alors, d'abord, c'est très important de se dire que c'est là que ça se joue. Et je trouve, quand je regarde ce qu'on fait à gauche, les discussions qu'on a, l'idée qu'on va construire un programme pour des élections, ben ça m'inquiète. Il en faut, hein, mais ça m'inquiète parce qu'on ne répond pas à ce que, me semble-t-il, recherche chacun, qui est de dire comment on va se projeter. Elon Musk, quand il parle de Mars, il montre des photos de la Terre détruite. Donc on détruit, on est comme le pêcheur qui pêche le dernier poisson, il n'y a pas de futur, donc on s'en va. Et ça peut marcher, hein, parce que, bon, alors, en même temps, ils ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent on n'est jamais allé sur la Lune. Enfin bon, c'est bizarre, hein, leur système. Et donc, il n'est pas si solide que ça. Je ne suis pas non plus, je ne pense pas que ça va durer toujours. Et il y a de contre-cycles qui sont en train de se construire certainement aux États-Unis. Et chez nous, j'espère. Mais là où il me semble que, première chose, alors, on ne peut pas décréter un imaginaire. Hein, ça ne se décrète pas. Ça se construit à partir du mouvement de la société. Et c'est tellement fort que je pense que personne ne pense que l'imaginaire des partis, qu'on va avoir des partis qui vont faire un programme et un imaginaire. Bon, le mouvement écologique, d'ailleurs, il a complètement raté son imaginaire parce qu'il a dit l'imaginaire, c'est des éoliennes, des bicyclettes et des voitures électriques. Bon, ça ne marche pas. Personne ne rêve que d'une éolienne ou d'un train rapide. Donc, mais pourquoi? Parce qu'on s'est à la fois ancré dans le matériel, mais seulement dans le matériel. Vous parliez, François, de spirituel. Moi, je dirais, bonjour, un autre mot, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est la construction de vie qui fait qu'on est un humain, qu'on a une vision dans un moment de trouble très profond, parce que, comme vous l'avez dit, et comme l'a dit Edwy Plenel, on est dans un mouvement de trouble très profond, puisque c'est pour ça que les gens se réfugient dans la religion, dans un pays comme la France, bon, c'est minoritaire encore, mais dans un pays laïque, comme, je ne sais pas pourquoi on ne veut pas être plus, et qui se disent, bon, mais personne ne nous parle de pourquoi on est sur Terre, et qu'est-ce que c'est notre vie, et qu'est-ce que c'est une bonne vie. Alors, je trouve que ça, si on rate ça, et alors, j'ai pas de solution, mais l'imaginaire, ça va être les uns et les autres qui vont le produire. Et comme nos institutions politiques, comme nos institutions politiques à tous les niveaux, les syndicats, ce qui faisait l'organisation sociale, les lieux de formation, tout ce qui était, je sais pas, nos parents ou nos grands-parents, même moi probablement j'aurais pu, parce que doit être vraiment dans les dernières générations, enfin qui sont là, les plus anciennes. Il y avait, je sais pas, la Fédération Léo Lagrange, les chrétiens ruraux, il y avait plein d'organisations pour construire cet imaginaire. Bon, ça a disparu. Alors, il me semble que comme les partis ne peuvent pas le faire et qu'on ne les croit plus, il faut donner l'espace citoyen pour les recréer. Qu'est-ce que ça va être le sens de la vie? Ça paraît bizarre, mais je crois que c'est de ça que ça parle. Ça, c'est une première chose. Et effectivement, je suis d'accord avec Edwy, c'est la révolution féministe quand on la comprend, et la révolution écologique. Et alors, c'est vrai que ni le mouvement féministe aujourd'hui, ni le mouvement écologiste n'est capable d'inspirer cet imaginaire, donc il faut revenir à chacun, à ses luttes. Moi, je crois aujourd'hui à ces luttes locales, celles dont vous parliez, François, sur ce qui s'est passé sur les femmes de ménage des hôtels. Enfin, elles ont un imaginaire qu'elles pourraient nous proposer, sur justice, répartition. Deuxième chose, pour revenir à ce que disait Edwy, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Oui, il y a le moment des empires. Les Pakistan et l'Inde, la Russie qui commence à avoir de plus en plus peur de la Chine parce que bon, ça commence à vraiment envahir la frontière.
l'idée que donc cet imaginaire de la violence, des hommes forts, de ce que dit incroyablement Peter Thiel dans le bouquin et du Grand Continent que vous avez traduit, dire il nous faut des dirigeants vénérés parce que il faut qu'ils soient vénérés parce que la contrainte ça suffit pas, hein, la violence ça suffit pas, à tel point que lui il propose des cités flottantes parce qu'il voit pas très bien comment il va terroriser toute une population, donc il préfère un endroit plus sûr. Mais particulièrement il se passe tellement de choses dans le monde et dans un monde qui n'est plus le monde occidental parce que ça c'est fini. Et donc voilà, moi je crois qu'il faut aussi regarder qu'est-ce que ça veut dire la démocratie en Afrique du Sud, comment est-ce que les gens se redéfinissent, l'extraordinaire bouillonnement social au Brésil dont on ne sait pas où il va donner. Donc il faut décentrer maintenant notre regard pour comprendre ce qui va se passer. Et je crois que Gilles a des problèmes de temps. Un des imaginaires. L'imaginaire est lié au temps, et donc le temps est limité, on l'a compris, il y a des limites et il y a de la chaleur. Donc, avant de donner la parole à Pouria pour la séquence suivante, nous avons une séquence de questions. Je rappelle, Umberto Eco définissait une question comme un énoncé court avec un point d'interrogation à la fin. C'est une définition assez claire. Donc, je crois qu'il y a un micro qui circule. En tout cas, vous pouvez vous lever et interpeller qui vous le souhaitez avec cette maxime d'Umberto Eco à l'esprit. Et par la suite, effectivement, les réponses seront aussi courtes que celles que Umberto Eco... Pas de questions? Ouais. Allez-y. Il y a un micro qui circule peut-être. Sinon non, Laurence. Non, mais c'était juste pour faire réagir sur ce débat intéressant sur les États-Unis. Beaucoup de choses ont été dites, mais la dynamique, l'énergie que vous pointez des États-Unis, je rappelle que Donald Trump, je crois, est élu avec 77 millions de voix sur un pays qui compte 245 millions d'électeurs, et que que Joe Biden obtenait 81 millions de voix à l'élection précédente, et cette fois-ci, Kamala Harris est autour de 73 ou 74. Ce que je veux dire, c'est que lui, il fait le plein de voix, mais indiscutablement, le bilan de Joe Biden, après 4 ans, c'est qu'il y a 7 à 8 millions de personnes qui ne votent plus démocrate avec un Trump encore plus arrogant. Donc, on a le droit d'être inquiet de cette droite réactionnaire et fasciste, mais il faut continuer à s'interroger sur que font les nôtres, et j'inclus le Parti démocrate dans les nôtres en étant gentil, mais que fait la gauche quand elle est en responsabilité? C'est quand même la grande question, me semble-t-il, qui a été pointée, mais sur lequel il ne faut pas hésiter à revenir, parce qu'il y a un affect et un manque de confiance peut-être aussi dans notre capacité lorsque le pouvoir... Et enfin, la question démocratique quand même, comment on contrôle, comment les gens ont confiance dans le fait que s'ils élisent des gens, ils peuvent peut-être les contrôler. Ça fait partie peut-être des imaginaires. La lutte contre le présidentialisme, ce poison politique de la Ve République, est quand même un vrai sujet aussi, me semble-t-il, dans ce qu'on a à faire. Je crois qu'il y a une question juste derrière. Et par la suite, on donnera la parole à Pouria et par la suite, on refera un tour de questions à la fin. Voilà. En fait, je voulais réagir, et ça complète complètement ce qui vient d'être dit, c'est qu'il faut aussi identifier le terreau qui permet le développement de tout ce qu'on vient d'évoquer. Et il y a aussi toute la place et l'enjeu de l'éducation permanente dans tout ça. C'est qu'en fait, avec la médiocratie qu'on développe, le modèle, la concurrence qu'on développe à l'école, qu'on développe dans certains systèmes qui instrumentalisent complètement ces étapes-là de la vie et de la conception de la pensée, font qu'aujourd'hui, eh bien, on a des personnes qui vont être beaucoup moins réceptives justement à tout ce qu'ils vont considérer comme de l'intellectuel qui ne les concerne pas. Pourquoi ? Parce que l'éducation permanente est fragilisée. Et en France, il y a vraiment, moi je tire le signal d'alarme, on a des diminutions de fonds à 70% sur l'éducation permanente, et c'est pas anodin, ce sont des choix politiques, et c'est à cause de ce genre de choix que des personnes sont amenées à voter par ignorance, par peur, parce qu'elles ne sont pas outillées pour identifier et analyser, qu'elles ne se sentent pas compétentes pour avoir un avis, qu'il y a une démission sociale qui est organisée. Merci. Je donne la parole à Pouria, qui, donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, évidemment, député de la 5e circonscription de Paris, qui revient des États-Unis. Merci beaucoup, bonsoir à tout le monde. Je vais essayer, dans le respect de ce qui avait été décidé par les organisateurs du Festival des idées, avec mes collègues, camarades députés, sénateurs et députés européens, de faire le lien avec tout ce qui vient d'être exposé. Et on me dit qu'après,
Ça permettra à tous ceux qui avaient des questions à nos précédents intervenants et éventuellement à nous-mêmes de pouvoir y répondre, puisque nous sommes dans quelque sorte dans le prolongement, on va dire actif, du cadre d'analyse qui vient d'être posé brillamment par nos 3 intervenants précédents. Nous avons monté pour les raisons qui ont été évoquées, c'est-à-dire devant la gravité du moment et le sentiment peut-être d'une dispersion de nos forces, sentiment d'incapacité face à ce qui est en train de se produire, l'idée de d'abord nous regrouper et de participer à ce que d'autres déjà font dans la société, ça a été dit, sans avoir attendu les politiques, sur beaucoup de fronts. On a parlé de l'écologie, on a parlé du féminisme, on a parlé des luttes sociales, et qu'on a appelé une digue. L'expression revient à Edoui Plenel dans une conversation que nous avions eue et qu'il a reprise à plus d'une fois, et qui nous avait paru bonne, en ce sens qu'elle posait un premier acte pour essayer, avec nos amis, nos cousins, les progressistes du monde entier, de créer des ponts, pour la simple et bonne raison que nous avons en face de nous une puissance inouïe de gens fédérés, organisés, puissants pas simplement par l'argent, mais aussi par les technologies qu'ils ont à leur disposition. Et vous l'avez vu lors de l'investiture de Donald Trump. On n'a pas simplement des milliardaires, on a aussi des milliardaires qui sont maintenant maîtres d'une partie de l'espace, de technologie de l'espace, de l'intelligence artificielle, etc. Je suis donc parti aux États-Unis, Chloé Ridel est partie en Hongrie, Tristan Lahaye va partir en Italie, Elsa Fossillon va partir au Portugal, Léa Balage-Elmariki qui est par là ira ailleurs. Chacun dira en très peu de mots, rassurez-vous, les intentions et pourquoi on a voulu choisir ces pays-là. Mais aux États-Unis, je vous raconte très rapidement une chose qui me paraît une porte d'entrée intéressante. On a interrogé plein de gens, des parlementaires, des universitaires, des activistes. Et c'était intéressant parce que c'était au moment des frappes des États-Unis contre l'Iran, c'était au moment de l'investiture de Zohran Mamdani à la primaire démocrate, et c'était pendant la Pride, qui est une Pride particulière aux États-Unis, pour les raisons historiques que chacun connaît, sur lesquelles je ne reviens pas. Et on a compris une chose de tous nos entretiens, c'est que Donald Trump, comme tous les autres, est capable de jouer sur les zones grises de la loi. C'est-à-dire que contrairement à l'imaginaire fasciste ou antifasciste en miroir des années 30, il ne change pas de régime. Il fait avec le régime. Et il en a les outils. Et il pousse le plus loin possible l'illibéralisme en allant au bout d'une logique certes illégale au regard de la Constitution, passant outre la sacralité des lois supérieures, mais capable de le faire parce que la Cour suprême est à sa botte, parce que des juges de première instance, eux, ont été mis dans, de fait, l'interdiction de pouvoir s'y opposer, et donc il avance son agenda. C'est exactement ce qu'a fait Orban en 10 ans. De la même façon. Et vous verrez que dans d'autres pays, en Argentine ça a commencé, c'est ce qui se fait. C'est intéressant à comprendre parce que ça correspond exactement à la stratégie organisée offensive qui a été énoncée tout à l'heure par cette internationale réactionnaire, autour notamment de la Heritage Foundation, dont vous avez peut-être entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à lire l'excellent documentaire, enfin le reportage dans Le Monde Magazine M il y a 15 jours, qui en parle précisément, avec le même agenda, c'est-à-dire l'illibéralisme, avec sa stratégie de conquête du pouvoir, de contournement légal, illégal, zone grise de l'état de droit, la prise en main des médias et l'offensive contre la pensée critique. Ce que Dominique de Villepin a appelé récemment l'offensive contre la pensée critique, et qui me paraît intéressant comme approche dans la période et dans l'offensive à laquelle nous faisons face. Il se trouve que les médias, en l'occurrence, sont d'une puissance inouïe parce qu'ils projettent un imaginaire, ce dont parlait Louis Plenel tout à l'heure. Et je n'y reviens pas parce que ça a été dit très clairement, nationalisme, suprémacisme, illimitisme. Je pense que ça résume parfaitement leur agenda. Mais ce qui était intéressant aussi, c'était que leur agenda est perçu comme un agenda positif. Positif, c'est-à-dire qu'ils estiment pour eux que c'est un imaginaire puissant, je crois que Laurence Tubiana l'a très bien dit tout à l'heure, qui fédère, alors peut-être des fins de race, c'est-à-dire des hommes blancs masculinistes qui veulent garder leur pouvoir de prédation, mais n'empêche que ça les mobilise énormément. Si bien que, pour faire écho à ce que disait François Ruffin tout à l'heure, et à mon avis c'est intéressant, c'est que la différence entre Trump 1 et Trump 2, c'est que Trump 1, c'était une victoire par le jeu institutionnel et swing states qui basculent. Trump 2, et là je pense que François a raison, c'est ancré dans les têtes.
Trump a gagné dans les têtes. Et il a amassé une partie de la frustration qui va avec. Et face à ça, effectivement, on n'a pas d'agenda positif, d'imaginaire. Donc, on a voulu aller à la rencontre de tous celles et ceux qui vivent cet agenda. On n'a pas été en tant que Français en vous disant on va vous expliquer ce qu'il faut faire. On y a été humblement, en expliquant la démarche et en disant premièrement, expliquez-nous quel est l'agenda que vous avez en face. Ils nous ont expliqué. Il y aura des comptes rendus de tout ça. Il faut que je m'arrête parce qu'il faut que je donne un peu la parole à mes collègues, les camarades qui vont vous expliquer les choses. Deuxièmement, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous êtes réorganisé? C'est intéressant aussi. Troisièmement, est-ce que vous êtes prêt à participer à une coalition internationale ou à un réseau progressiste international? Et la réponse était oui, systématiquement, que ce soit des professeurs d'université, que ce soit des chercheurs, même les syndicalistes qui sont très intéressants à New York, et les parlementaires que nous avons rencontrés. Donc il y a un front large disponible pour justement essayer de mettre en mouvement, de fédérer autour d'un imaginaire commun, parce que chacun a compris, et je m'arrête là, que le Tea Party dont avait parlé Laurent Subénat tout à l'heure a eu son imaginaire prolongé, Occupy Wall Street n'a pas réussi. Et c'est face à ça, c'est ce mur-là que se sont mangés des démocrates, et qui est intéressant parce que dans le même combat face à Trump, il y a un débat interne à ce qu'on appelle la mouvance progressiste, et aujourd'hui, la victoire de New York peut être un effet trompe-l'œil parce que c'est New York, donc comme Paris, comme Budapest, ce sont les pointes avancées de l'opposition au fascisme qui est présent dans la ruralité, sauf que la moitié du Parti démocrate aux États-Unis, c'est plus la marge de la gauche maintenant, c'est autour de Bernie Sanders, d'AOC, etc. Et donc c'est assez intéressant. Le calendrier, il va suivre. Je laisse la parole, mais pour préciser un petit peu en pointillé ce que vont être les différents déplacements, avec une première étape, et je remercie vraiment Christian Paul et tous les organisateurs du Festival des idées d'avoir permis cette restitution-là, parce que c'est la première. Après, il y aura d'autres déplacements en Argentine, au Brésil, au Portugal, etc. Et sans doute un grand meeting où j'espère que vous serez présents à l'automne prochain, avec l'idée de construire, allez, soyons un peu grandiloquents, une nouvelle internationale progressiste qui sache être la force de propulsion de l'imaginaire positif qui est absolument indispensable face à l'idéologie mortifère qui est en face de nous. Et pour conclure sur cette phrase, parce que je sais qu'à côté, il y a une petite bicoque avec le mot de Hafez, qui est un poète persan, vous comprendrez que je le cite. Il se trouve que j'ai retrouvé une de ces citations fabuleuses. Vous savez que la digue, c'est quelque chose de très dur, dur comme du roc, dur comme un os. Et il dit cette phrase formidable: en pleine angoisse, ne perds jamais espoir, car la moelle la plus esquise est dans l'os le plus dur. Voilà. Chloé Ridel, qui est députée européenne, qui était en Hongrie, elle. Merci. Je vais faire très court parce que la chaleur nous accable toutes et tous. Donc moi, je m'appelle Chloé Ridel, je suis députée européenne socialiste et membre de cette belle initiative que nous avons lancée, la Digue. Et je veux partir devant vous d'un paradoxe, qui est que partout dans le monde, l'extrême droite progresse, qu'elle s'organise dans une internationale coordonnée, unie, beaucoup plus unie, semble-t-il, que les forces progressistes, que la gauche, alors même qu'elles sont censées être des forces nationalistes. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à ce qu'en Europe, la gauche soit divisée, affaiblie, qu'il n'ait pas de leadership identifié, et que, en revanche, l'extrême droite européenne, sous l'égide de Viktor Orban, avance avec un programme bien clair, identitaire sur le plan culturel, libertarien sur le plan économique, climato-sceptique, et qu'elle engrange. Et ce qui est aussi paradoxal, c'est que le programme qui est celui de ces extrêmes droites, je l'ai dit, libertarien, et ça a été bien mieux dit avant moi, libertarien, identitaire, climato-sceptique, ce programme est le contraire de ce dont les crises des dernières années ont montré et de ce dont on a besoin pour faire face aux défis du XXIe siècle. Face à la pandémie de Covid, on s'en est sorti par la coopération, la vaccination, le confinement. C'est l'État qui est venu au secours de l'économie, c'est la dépense sociale qui nous a sauvés. Et face à la crise écologique, on a évidemment besoin de cette coopération, de cette gestion collective des biens communs naturels, et certainement pas du Far West post-humain que nous promettent ces droites alliées avec les géants de la tech. Donc, tous les défis du XXIe siècle appellent ce retour de la gauche. Et ce retour, il tarde
à venir. Alors organisons-nous, mes amis, et je souhaite que pendant ces 2 jours de réflexion au Festival des idées, on fasse aussi grandir ce programme que nous devons porter et cette belle union que nous devons encore construire. Et je reviens de la Hongrie. Je vais prendre 30 secondes parce que je pense que vous êtes au courant de l'actualité et de ce qui s'est passé là-bas. J'y suis allée parce qu'au Parlement européen, je m'occupe beaucoup de lutte contre la corruption et la Hongrie est le pays le plus corrompu d'Europe. Donc j'ai plongé au cœur du système corruptif hongrois qui fonctionne avec les fonds publics européens qui sont détournés par Viktor Orban et qui nourrissent ses amis proches. Je cite souvent cet exemple que son meilleur ami d'enfance à Viktor Orban, qui s'appelle Lorenc Mészáros, qui était chauffagiste de métier, est aujourd'hui l'homme le plus riche de la Hongrie. Il est milliardaire et c'est selon le classement Forbes l'homme qui s'est enrichi le plus vite dans la décennie 2010. Et tout est comme ça. Orban a créé une oligarchie de gens riches qu'il a enrichis avec les fonds publics européens. Il a copié la Russie aussi sur la propagande qu'il organise et cette espèce d'obsession contre les personnes LGBT. Il a copié Poutine aussi dans sa politique de communication. J'ai appris qu'en Hongrie, 6% du budget de l'État est dédié aux dépenses de communication / propagande. C'est énorme. Et ça finance en fait des affichages publicitaires partout dans la rue où vous pouvez voir caricaturer Zelensky, Van der Leyen, l'Europe, des figures de l'Union européenne. Mais malgré ça, nous avons donné à voir quelque chose de formidable parce que nous avons participé à la marche des fiertés qui était interdite. Et nous étions plus de 100 députés et élus venus de toute l'Europe aux côtés des Hongroises et des Hongrois. Et nous avons participé à la plus grande marche des fiertés de l'histoire de la Hongrie. Nous étions 200 000 personnes dans la rue à Budapest, alors que la plus grande Pride jamais organisée à Budapest, c'était 30 000 personnes. Donc il y a eu ce sursaut pour dire que la liberté, ça ne se négocie pas, le droit à manifester, à la dignité, ça ne se négocie pas en Europe. Et ça, je crois que ça doit nous donner un espoir immense parce que c'était une belle gifle pour l'autocrate Orban. Voilà, donc gardons l'espoir et on y arrivera. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci Tristan Lay, donc député d'Ille-et-Vilaine. Merci aux organisateurs pour ce moment de réflexion et d'interrogation sur les raisons et les effets de la montée de l'extrême droite partout dans le monde et en France également. Moi, je voulais dire que effectivement la digue, c'est d'abord l'idée que la gauche, elle est inorganisée, désorganisée, que le camp progressiste dans le monde entier, en Europe et en France, n'est pas organisé à la mesure de ce que l'est l'extrême droite partout dans le monde. Et c'est de ce vertige, en réalité, de cette prise de conscience que nous sommes pris au piège, que naît cette initiative en se disant qu'on a besoin plus que jamais d'initiatives transpartisanes, qui d'ailleurs peuvent aller au-delà des partis, pour mieux comprendre et aussi organiser, fédérer toutes les forces qui veulent s'opposer à ce destin illibéral. Je dis ce destin parce qu'en réalité, il n'y en a pas. Et c'est moi ce qui me frappe beaucoup. C'est que j'ai été de ceux et celles qui ont été à un moment convaincus que finalement l'idéal humaniste, démocratique, était une forme de permanence acquise de l'humanité. Tout à l'heure, je ne me souviens plus votre nom, mais vous aviez une référence à 2050 en disant qu'on était le premier jour qui nous rapprochait davantage de 2050 que de l'an 2000. Et moi, ce genre de quantification, c'est quelque chose qui me parle assez, et je me dis souvent que finalement nos existences nous rappellent au fait que l'histoire est en réalité très précaire. Quand je pense à ma grand-mère, par exemple, je me dis qu'elle a eu une existence riche, mais qu'en réalité, à la date de sa naissance, nous n'avions pas encore connu la Première Guerre mondiale ni la Deuxième Guerre mondiale, que 2 fois mon âge, c'est nous ramener au début du XXe siècle, et qu'en réalité notre existence, la permanence démocratique, ce que nous considérions être une permanence, est peut-être quelque chose de précaire, et c'est ce que nous vivons en ce moment. En même temps, et donc nous avons fait la digue pour essayer de comprendre, nous organiser, fédérer. Mais ça n'est pas une démarche que nous considérons comme neutre. Elle est éminemment pas sectaire. Nous souhaitons rassembler toutes celles et ceux qui sont épris de ce vertige, mais en même temps, nous ne la souhaitons pas sans contenu. Nous considérons qu'il y a besoin de comprendre les ressorts
de ce qui explique cet éloignement de la démocratie et de comprendre aussi quels sont les effets des politiques de l'extrême droite vis-à-vis de celles et ceux qui, un jour, mettent un bulletin pour l'extrême droite dans l'urne. Et c'est le sens de mon départ, moi, en Italie, pour interroger la société européenne, en l'occurrence nos voisins, pour savoir si finalement le contrat social-démocrate, le compromis entre le capital et le travail, est soluble à l'ère de la désindustrialisation, si cette réalité économique nouvelle permet de financer encore l'État-providence et donc de donner un peu de cohésion sociale. De la même manière, est-ce que ce compromis capital-travail, cette social-démocratie dont beaucoup se réclament, est compatible avec un monde où les ressources naturelles sont raréfiées, alors qu'elle a été longtemps un modèle économique qui a été un modèle croissantiste basé sur l'augmentation des richesses pour pouvoir les partager. Et de la même manière, on souhaitera interroger aussi les effets de ces politiques sur les plus précaires de nos concitoyens. Je pense en particulier justement aux premières mesures de l'Italie de Meloni. Elle avait dit dans son programme vouloir être partisane de la remigration. Il s'avère in fine qu'elle ne le peut pas parce que le financement de l'État-providence et de la protection sociale en Italie repose sur le travail des personnes immigrées qui sont en réalité les nouveaux exploités de nos sociétés, comme en témoigne un programme politique qui, en réalité, n'a pas pour vocation d'éloigner ces personnes de l'Italie, mais de simplement diminuer leurs droits. Et de la même manière, ça me fait écho, je crois, à ce qu'il y a une arnaque de la préférence nationale qui est trop souvent peu dénoncée en France, quand ils disent, le RN ici, que les étrangers coûtent cher et que c'est pour ça que nous avons des aides sociales insuffisantes. Je n'ai jamais vu dans aucun programme du Rassemblement national qu'ils allaient retirer des aides sociales aux étrangers pour augmenter celles des Français. En réalité, c'est toujours un programme d'exploitation des plus précaires qui également s'organisent, luttent, et c'est aussi l'objet de la digue, d'aller à la rencontre de celles et ceux qui se battent pour les fédérer et reprendre un peu le flambeau aujourd'hui laissé à l'extrême droite. Donc, on reprend notre tour de table de questions. Merci beaucoup. Je répète, Umberto Eco définissait une question comme un énoncé court avec un point intéressant à la fin. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez de cette définition, mais je vous incite à la méditer. Il y a ici des bras levés. Est-ce qu'il y a possibilité de faire circuler un micro? Non, bon, je le fais moi-même. Oui, merci. Juste rapidement, on sait que l'extrême droite aux États-Unis est basée sur 3 composantes essentiellement religieuses, que ce soit évangéliques ou catholiques comme Vance, populisme identitaire et les techno-féodalistes, libertariens, bon, pour faire en gros. J'ai l'impression qu'en France, on est quand même, c'est surtout la seconde composante, la composante populiste identitaire qui existe. Et justement, la question s'adresse aussi à la digue, évidemment, à laquelle je suis impliquée aussi. C'est savoir si par rapport aux rencontres que vous effectuez dans différents pays d'Europe, est-ce qu'on a, on va dire, des équilibres entre ces différents fondements de l'extrême droite qu'on voit aux États-Unis? Et si oui, comment il faudrait construire un narratif pour faire contre-révolution culturelle, un autre récit qui soit à la fois global au niveau de l'Europe et en même temps adapté pour créer les outils dans chaque pays européen. Qui souhaite poser une question? Voilà. Une question, Umberto Eco. Voilà. Merci. Je voulais juste relativiser éventuellement la remarque qui avait été faite sur 2050 pour aborder un sujet, celle de la jeunesse, parce qu'on sait très bien que le chiffre de 2050, pour la plupart d'entre vous, désolé, est effectivement proche, mais pour certains de mon âge, ici, on n'a même pas vécu l'an 2000. Mais je rejoins et je tenais à insister sur ce qui avait été dit tout à l'heure par Madame, justement, sur les bienfaits de l'éducation. Parce que je pense qu'en général, que ce soit aux États-Unis ou même en France, c'est aujourd'hui des systèmes qui sont relativement en crise, ou du moins qui ont besoin de plus de moyens. Et il m'avère plutôt juste aujourd'hui de recentrer justement le débat sur l'éducation, les priorités sur l'éducation, là où parfois, donc n'importe quel programme, malheureusement, que ce soit ou de gauche, elle est un petit peu oubliée. Merci. Oui, moi je voudrais remercier et féliciter cette initiative de la digue. Et je voudrais aussi parler peut-être au niveau de la décentralisation des exemples de gauche qui fonctionnent, et je pense au Mexique en particulier,
où après Andrés Manuel López Obrador, il y a eu des nouvelles élections et après 5 ans de pouvoir, il a été très largement réélu, son parti a été très largement réélu avec Claudia Sheinbaum. Qu'est-ce qui a fait que le peuple a suivi en masse ce parti? Pourquoi ils ont réussi à résister à la vague extrême droite qui sévit un peu partout en Amérique latine? Voilà, quels sont les exemples positifs sur lesquels aussi on peut s'appuyer, et je pense en particulier au Mexique. Oui, bonjour, une question très courte. Vous avez évoqué, du coup, pour un nouveau projet de société, une nouvelle vision à proposer, des choses qui partent de l'écologie, du mouvement climat, de MeToo, du féminisme. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose en imaginaire qui peut partir des questions démocratiques ou pas, selon vous? Question là-bas, je crois que c'est la dernière. Oui, bonjour. J'entends cette idée selon laquelle il faudrait opposer un imaginaire à l'autre imaginaire, donc opposer un imaginaire à l'imaginaire technofasciste, on va dire. La question que je voudrais vous poser, c'est dans cette stratégie de construction d'un contre-imaginaire, qu'est-ce que vous faites de la raison, et en particulier de la raison délibérante qui est au fondement de la démocratie? Est-ce que vous la jetez par-dessus bord? Merci. Alors, nous avons effectivement beaucoup de très très bonnes questions. Je vous propose de répondre en vrac, un chacun, et c'est la dernière prise de parole de chacun. Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Laurence. Donc, bonne question. Mexique, c'est compliqué. Donc, en 1 minute, j'y arriverai pas, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de politiques sociales du précédent de López Obrador. Quand même très appuyé sur des deals avec le crime organisé et une ruée vers plus de pétrole qui marche pas trop bien. Mais pour le gros challenge pour Claudia Sheinbaum, qui est une femme absolument remarquable, ça va être de transformer l'essai, garder les politiques sociales, mais se détacher de ce qui est quand même une grande partie du financement de l'activité mexicaine, qui est le crime organisé. Alors là, moi je bondis sur oublier la raison délibérante. Mais non, l'imaginaire, je ne pense pas. Enfin, j'aurais été Premier ministre, j'aurais pas dit je vais vous créer un imaginaire à gauche. Non, mais ça ne va pas. Mais là où j'ai une énorme confiance dans la société française et dans toutes les sociétés avec qui je travaille, en Europe et ailleurs, c'est que l'imaginaire, il va venir de l'expérience. Il y a ce philosophe qui m'inspire tout le temps, américain John Dewey, qui dit la démocratie, c'est une expérience de vie, c'est une expérience de vie collective. Donc ça se construit. Et la raison délibérante, c'est le moment où les citoyens ont le temps, l'information, l'énergie et qu'on leur laisse l'espace politique pour réfléchir et décider de ce qu'ils veulent. C'est ça qui nous manque. Je veux dire, c'est pas les partis politiques qui vont inventer un imaginaire, non mais c'est pas possible. Et en plus, ça va rater. Ça va rater. Parce qu'on fonctionne encore à cause des questions d'institutions, des modèles dans lesquels on vit, de la conception de l'État. On est obligé d'avoir une pensée radicalement différente. Si on pense que le mouvement écologique, pas les écolos, mais ce qui se passe par rapport dans notre relation aux écosystèmes et 2050, c'est bon. Quand on parle du climat, nous, 2050, c'est tout le temps. Hein. Et que, de fait, le mouvement féministe anti-patriarcal, il redéfinit un imaginaire, mais il va falloir le faire de la base. Hein. Il faut le remettre à la base. Et c'est l'espace de délibération rationnelle, informée et protégée du point de vue de cette réflexivité qu'on va reconstruire la démocratie. Comme elle est là, ça ne va pas marcher. On va perdre. Hein. Alors oui, des assemblées citoyennes, des citoyens, des luttes locales, et il faut les écouter et les faire monter. Bon, voilà. Alors, au contraire, c'est pas la rationalité. Bon, je m'énerve là parce que c'est pas possible de penser ça. Et c'est pas la raison d'en haut qui va permettre aux citoyens d'élaborer ce qu'il nous faut comme révolution démocratique, parce que moi, je vois pas d'autre solution, personnellement. Bon, bonsoir à toutes et tous. Elsa Faucillon pour la digue, vu qu'il y a eu quelques questions et je vais être rapide pour vous laisser terminer. On retient pour la proposition Mexique, on trouvera des collègues pour le faire. Pour répondre à la question qui était posée sur les
les trois types, trois identités de Trump. Moi, je ne suis pas, voilà, je suis pas une analyste assez fine pour le dire, mais je peux voir des similitudes entre un Milei et un Trump. Je peux voir des similitudes entre un Netanyahou et un Orban ou le président turc. En tout cas, nous, ce qu'on cherche à aller faire quand on va dans ces pays, c'est évidemment à créer du réseau, à essayer de questionner en y allant dans une démarche humble. Mais évidemment, le but n'est pas que ça reste un réseau de personnalités politiques ou uniquement de chercheurs. Quand on cherche à faire une internationale ou quand on est internationaliste, évidemment, on ne peut pas penser autre chose qu'un mouvement, que des mouvements populaires. Et donc, c'est aller regarder aussi comment dans ces pays, eh bien, tous les mouvements locaux qui existent, on en a, Laurence Toubiana disait 500 en France, eh bien, qu'est-ce qui se passe en Hongrie, qu'est-ce qui se passe en Argentine, quelles sont les résistances qui existent, comment elles prennent corps et comment, évidemment, on peut leur donner des perspectives politiques. C'est ça qu'on cherche à faire. Et pour nous, il était très important qu'ici en France, on le fasse avec des acteurs et des actrices de la digue qui viennent de différentes familles politiques progressistes aussi. Tristan l'a dit, on n'est pas sectaire, il y a du contenu, il y a évidemment, ce sont des forces progressistes, mais c'était important pour pouvoir aller à la rencontre justement de plusieurs forces qui ne sont pas identiques dans les autres pays dans le monde, qu'on puisse se présenter à eux en le faisant de manière large. Et puis toute dernière chose, parce que je vais être rapide, moi je veux le dire, le fait de faire ce qu'on fait avec la digue, le fait de tenir la digue aussi à l'Assemblée nationale, pour moi c'est le principal engagement démocratique que j'ai pris en 2024. J'ai été élue en 2017, j'ai été réélue en 2022, mais je n'ai pas le même engagement ou le même mandat politique et démocratique pris avec les citoyens en 2024. C'est vrai dans ma circonscription, c'est vrai pour tous les députés du NFP, et ça devrait être vrai pour les députés macronistes qui l'ont largement oublié. Donc faire face, tenir la digue, créer de l'espoir, à mon sens, en tout cas, c'est ce qu'on nous a demandé en 2024. Et moi, je le dis en toute modestie, quand j'ai été élue dans ma circo de gauche, au premier tour, je n'avais jamais été élue comme ça, et je sais pourquoi j'ai été élue comme ça, parce que les citoyens de ma circonscription, ils avaient une peur viscérale de voir l'extrême droite prendre le pouvoir, et ils attendent de moi, de nous, eh bien, qu'on fasse face et qu'on les sorte de là. Peut-être un mot sur l'imaginaire. Quel est notre principal adversaire? Notre principal adversaire, pour moi, il ne s'appelle même pas Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jordan Bardella. Notre adversaire, c'est toujours la finance. Mais c'est au fond la résignation, c'est le sentiment de fatalité, c'est l'abattement qu'on sent dans lequel s'engluent nos voisins, nos collègues, nos cousins. Et au fond, ça tient en une phrase qui est « c'est comme ça ». Le c'est comme ça, vous savez, en littérature, ça s'appelle une tautologie, on tourne en rond, le ça renvoie au ça, et le c'est comme ça dit tout d'une fatalité, d'une pente sur laquelle on serait, où il n'y aurait plus le choix. L'imaginaire, c'est ce qui vient crever cette bulle du fait c'est comme ça. Et c'est de pouvoir dire, ça n'a pas toujours été comme ça, ailleurs c'est pas comme ça, et qui permet de penser que demain ne sera pas comme ça. Je donne un exemple, et il est d'actualité puisque ça va être les vacances pour des millions de jeunes. Et en vérité, autant le temps de l'école n'est pas parfait, mais assure un temps commun dans le pays, autant le temps des vacances, c'est le grand temps des inégalités. Avec ceux qui partent et ceux qui restent, dans les quartiers ou au pied des clochers. On avait, il y a quelques années, avec des camarades de toute la gauche, fait une proposition de loi sur les vacances pour tous. Voilà, la possibilité pour chaque jeune d'aller voir la mer et la montagne, de trouver que notre pays est un beau pays, de l'aimer et que ça soit le temps d'un autre apprentissage et le temps du brassage. Si on avait juste proposé ça, je pense que les Français n'auraient pas forcément adhéré, mais quand on vient dire, écoutez, ils le font à Poitiers pour 10 € par semaine et ça marche. Ils le font à Trappes et ça marche. Les gens se disent, pourquoi si ça marche à Trappes et à Poitiers, pourquoi ça ne marcherait pas dans le pays tout entier? Quand on avait proposé le train illimité à 19 € par mois, bon, ça paraît un peu délirant comme ça, mais si on dit, en Allemagne, ils l'ont fait, pourquoi pas nous? Et je pense que c'est une manière de rouvrir l'imaginaire. Et je dis que ce qu'a dit Edoui Plenel sur
le fait que ça doit partir de la société et pas partir de l'État. Moi, je crois qu'il faut marier le bas et le haut. Les grandes inventions de la société française, c'est quand les deux se mêlent. Je prends la sécurité sociale, qui est une utopie réalisée. Ambroise Croizat, 1945, qui dit voilà, on va faire une retraite pour tous, et puis quand on sera malade, on sera remboursé. C'est du délire. Pourquoi les gens y ont cru et se sont dit c'est possible? Parce que c'était déjà là. C'était en partie déjà là. C'était déjà là parce que pendant un demi-siècle, il y avait eu des caisses de solidarité dans les usines, il y avait eu des mutuelles, il y a eu des fédérations de travailleurs qui faisaient qu'au moment où c'était proposé de le nationaliser, de l'universaliser, de le généraliser, eh bien, ça existait déjà, ça avait fait ses preuves et du coup, pourquoi pas? Et c'est pour ça que ma conviction est qu'il faut qu'il y ait une société qui soit vivante par tous ces entrepreneurs. Et j'entends les petits patrons qui parfois inventent, j'entends évidemment les associations, j'entends les élus locaux qui fassent de leur commune un terrain d'expérimentation et qui fassent que quand on est au pouvoir en haut, eh bien on puisse s'appuyer sur tout ce déjà-là grouillant dans la société française pour le généraliser. Enfin, un mot sur les leçons américaines quand même. Bernie Sanders nous dit « Ne laissez pas tomber, ne laissez pas tomber, continuez à parler à tout le monde de la sécurité sociale, de logement, de salaire. » Et je pense qu'il ne faut pas laisser tomber. Ce n'est pas fichu avec les gens. On peut raccommoder, on peut réconcilier, on peut y arriver. Enfin, un dernier point sur l'imaginaire. Il me semble, Dominique de Villepin vient de faire paraître le pouvoir du non. Je crois que le non ouvre un imaginaire. Que dans l'ordre mondial que vous avez décrit, oui en Inde, oui aux États-Unis, oui des tas d'empires, et que même quand c'est des petits pays qui viennent dire non, vous savez, c'est comme un caillou dans la chaussure de l'ordre mondial. Et finalement, l'ordre mondial se met à penser à ce petit caillou. Et la France n'est pas un petit caillou. Si la France aujourd'hui venait dire non, non, ce n'est pas le droit international quand on bombarde en Iran. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable, c'est un massacre, c'est un génocide, c'est contraire au droit international quand on fait 2 millions de personnes qui subissent des bombardements et qui sont affamées aujourd'hui à Gaza. Si la France venait reconnaître la Palestine comme État, si la France venait dire non aux GAFAM ici et maintenant plutôt que de faire la danse du ventre à Choose France, mais je pense que ça aurait un rayonnement dans les pays du Sud, mais peut-être chez nos voisins, et que sur ce nom-là, on serait une force d'entraînement. Voilà. On est obligé dans ces temps d'incertitude de s'accrocher à des très vieilles traditions, ce que vient de dire François. Vous savez, c'est un passage des Essais de Montaigne qui a été écrit pour enrober normalement le discours de la servitude volontaire du camarade Étienne de la Boétie. Et Montaigne parle de Plutarque qui disait qu'une société était en servitude éternelle parce qu'elle ne savait pas dire un mot qui est non. Et le traité de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie était sous-titré « Le contre-un ». Contre le 1 du pouvoir de droit divin, du pouvoir monarchique, du pouvoir identitaire, du pouvoir qui uniformise, etc. Donc on est dans cette idée qu'au fond, la résistance, dans son invention, doit d'abord s'appuyer sur le cœur de notre tradition, celle de l'émancipation. Et de ce point de vue, sur la question de l'imaginaire et de la raison, qu'est-ce que c'est ce mot imaginaire? C'est simplement de se dire on a un horizon qui nous porte, qui nous rassemble, qui nous rend plus forts. L'exemple le plus simple, une dynamique de la société, des cahiers de doléances qui débordent des états généraux. Tout d'un coup, le serment du jeu de paume, il se crée en Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'ils font après avoir aboli les privilèges à la fin de l'été 1789? Dans une motion de congrès, pourrait-on dire, avec toutes sortes d'amendements, ils font un saut dans l'imaginaire. Ils proclament l'égalité des droits, l'égalité naturelle.
Excusez-moi, mais il le proclame à un moment où il n'y a aucune égalité des droits. Il n'y en a pas de droits politiques, de droits sociaux, de droits des esclaves, de droits des femmes, de droits des enfants. Il n'y a aucun droit. C'est un imaginaire qui va être le moteur de ce qu'on a appelé, par une répartition géographique, la gauche. Et là, de ce point de vue, je ne suis évidemment pas en désaccord sur ce mouvement entre le bas et le haut, mais à condition que la gauche n'oublie pas d'où elle vient. Le pouvoir conservateur, quels que soient ses visages, il y a un philosophe qui a écrit un formidable livre, Emmanuel Terray, « Penser à droite », qui se terminait en disant « Penser à droite, c'est penser comme le Parti communiste chinois aujourd'hui en Chine ». Et Emmanuel Terray a été maoïste dans sa jeunesse. Penser à droite, c'est vouloir que le réel ne bouge pas, ou qu'il ne bouge que du côté de ses intérêts, que du côté de son avidité. La gauche, quel que soit, qui n'est pas le camp de la morale, qui peut être traversée par de la corruption, des sectarismes, etc., elle s'appuie sur cette idée du moteur de l'émancipation qui est l'égalité, qui est en permanence que ça bouge. Nous n'avons cessé d'inventer de nouveaux droits. Il y a eu une gauche colonialiste, et bien maintenant on est d'accord, on est anticolonialiste. Il y a eu une gauche qui pensait que les hommes avaient des droits et pas les femmes. Nous avons accordé le droit de vote aux femmes plus de 20 ans qu'après les femmes turques, quand même. Les jeunes Turcs ont eu d'autres défauts, nos amis arméniens le savent. Mais donc aucune civilisation n'est propriétaire du bien. C'est un moteur infini. Quand nous parlons des questions écologiques, nous découvrons des droits de la nature, que notre petite espèce qui est Homo sapiens, mais Homo demens, est l'espèce la plus destructrice et qu'elle doit penser aux droits du reste du vivant. C'est en permanence une frontière nouvelle. C'est ça l'imaginaire. Deuxièmement, j'ai oublié, quand j'ai dit tout à l'heure l'écologie et le féminisme et MeToo et les violences sexistes et sexuelles, j'ai oublié parce qu'on a parlé du Mexique, mais n'oublions pas que dans ce monde interdépendant, il y a tout un monde qui nous regarde, qui lui n'a pas notre histoire impériale et coloniale, et qui nous juge à l'aune de cette histoire dans le double standard sur le droit international. Nous avons quelque chose à dénouer de ce point de vue. Qui concerne les États-Unis, même si eux-mêmes n'ont pas été en tant que puissance colonialiste, mais ils sont le fruit d'une histoire coloniale. Leur indépendance, elle est faite au profit des colons et elle est faite sur le crime contre l'humanité d'esclavage et sur le génocide, en partie, le crime génocidaire des Indiens. Et donc, nous avons à revisiter ce noyau dur de notre projection sur le monde qui, je ne vais pas vous faire un dessin, traverse toujours notre société, traverse l'imaginaire revivifié du camp conservateur, qui rappelle ça. Et mettons les pieds dans le plat, que le caillou dans la chaussure de l'injustice faite au peuple palestinien à partir de 1948 ravive à l'échelle du monde. Nous avons, notamment depuis 1967, et le fait d'avoir laissé l'État d'Israël contre toutes les résolutions des Nations Unies, continuer son expansion, basculer dans la logique colonialiste du Grand Israël, la Cisjordanie et Gaza sous son contrôle, c'est ça qui a produit ce qu'il y a sous nos yeux. Le colonialisme produit la barbarie toujours. Il barbarise le civilisé. Et donc, ce que nous avons sous les yeux, c'est une revivification de ce qui a été au cœur de notre crime. Et donc, il faut qu'on liquide ça, il faut qu'on se proclame anticolonialiste, et il faut qu'on soit sans aucunement barguigné là-dessus. Ce qui m'amène, et ça a été évoqué, la honte de tout ça, c'est qu'au moins tenons la boussole. J'ai dit revisitons les fondamentaux. Si on dit que l'ordre international de 1948 est en péril, eh bien, le moins que l'on puisse demander à tous nos dirigeants que nous avons élus ou par défaut, c'est de défendre l'essentiel, le droit international. Je l'ai écrit, ce qu'a fait la Cour internationale de justice sur Poutine et sur Netanyahou, et la CPI, plutôt la Cour internationale de justice et la Cour je parle de la CIJ, pas de la CPI, pas des mandats d'arrêt, et a le même libelle sur Poutine et l'invasion de l'Ukraine, c'était sur les premiers crimes contre l'humanité commis. Tout de suite, nous avons réagi. La Cour internationale de justice, tous les États membres des Nations Unies en sont membres. Ce n'est pas comme la CPI. Le même intitulé est fait, il y a de ça plus 1 an et demi, janvier l'année dernière, sur Israël. Rien n'a été fait.
Et c'était, par rapport au débat qui divise même à gauche, c'était pour prévenir le crime de génocide. Rien n'a été fait. Et ça, aux yeux du monde, c'est totalement désastreux. Et évidemment, ça donne la main à toutes les logiques de puissance, à Poutine, évidemment. C'est un point à l'indifférence. C'est quand même une école de l'indifférence. Et c'est terrible. Et c'est pour ça que, pour terminer, puisqu'on a parlé imaginaire, je voudrais terminer en vous offrant un poème qui m'accompagne tout le temps dans les temps actuels. C'est un poème de Mahmoud Darwish, grand poète palestinien. Pense aux autres. Quand tu prépares ton petit déjeuner, pense aux autres. N'oublie pas le grain aux colombes. Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. N'oublie pas ceux qui réclament la paix. Quand tu règles ta facture d'eau, pense aux autres qui têtent les nuages. Quand tu rentres à la maison, ta maison, pense aux autres. N'oublie pas le peuple des tentes. Quand tu comptes les étoiles pour dormir, pense aux autres. Certains n'ont pas le loisir de rêver. Quand tu penses aux autres lointains, pense à toi. Dis-toi, que ne suis-je une bougie dans le noir? La gauche, c'est penser aux autres.